Et puis notre invité Alexander Makogonov, porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi la Russie, pourquoi Moscou convoque aujourd'hui, ce soir, l'ambassadeur de Pologne? Pourquoi la Pologne a convoqué l'ambassadeur russe hier soir? Donc là, maintenant, on fait un petit échange de gestes bienveillants, si vous voulez. Donc là, bien sûr, il faut qu'on explique quelque chose à l'ambassadeur polonais à propos de la position de son pays autour de cette petite crise, disons, Qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'est-ce qu'on va lui dire au Kremlin ou... Je ne sais pas encore, je n'ai pas eu de la communication officielle sur ce sujet. Je sais seulement qu'il a quitté le ministère des Affaires étrangères, déjà. Donc là, pour le reste, je ne sais pas parce que je suis avec vous. Ouais. Mais aujourd'hui, le tir, donc, on le sait, provient du système de défense ukrainien. Hier soir et cette nuit, on pensait que c'était un tir russe, d'où, bien sûr, la réaction aussi polonaise, on peut la comprendre. Alors, quelle leçon tirez-vous de ce qui s'est passé? La première leçon, et je crois que ce sera la leçon pour tout le monde, et c'est la leçon qui découle de la réaction hystérique du président Zelensky, qui, hier soir, devant la caméra, comme d'habitude, accusait la Russie sans une moindre preuve des frappes sur le territoire polonais, et non seulement polonais, les frappes sur le territoire de l'OTAN, et a appelé les pays de l'OTAN de réagir immédiatement. Réagir, ça veut dire frapper la Russie et commencer la Troisième Guerre mondiale? C'est à cette personne que vous croyez alors? C'est à cette personne que vous croyez à chaque fois qu'il dit et qu'il continue ses déclarations pour toute occasion, n'importe quel caractère de cette occasion soit? Donc, est-ce que c'est un accident ce qui s'est passé en Pologne? Demandez aux Ukrainiens. Parce que c'est les débris de leurs missiles qui étaient retrouvés sur le territoire polonais. Est-ce qu'ils auraient visé Il ne faut pas demander les Russes. Non, mais est-ce que... Enfin, attendez, il faut quand même rappeler qu'au même moment, une centaine de missiles s'abattaient sur l'Ukraine. Ouais. Donc on peut aussi comprendre la réaction des autorités ukrainiennes. Ouais. Le scénario, effectivement, à ce moment-là, le plus probable, c'était qu'un missile russe soit tombé, se soit perdu finalement en Pologne. Oui, cette réaction en partie est compréhensible, mais je dois vous rappeler que l'armée russe, nos militaires, ils utilisent les armes les missiles de très haute précision. C'est la nouvelle génération, la dernière génération. Et là, s'il y a des cibles à abattre, s'il y a des cibles à frapper, donc là, ça va droit au but, là. Donc oui, des missiles qui tombent aussi sur des immeubles civils et qui tuent des civils. Non, avec des armes de haute précision, c'est ça que vous nous dites. Ce qui s'est passé en Pologne, c'est la preuve flagrante. Non, mais on parle des missiles russes. Le système antiaérien ukrainien a des failles énormes. Oui, mais vous dites que vous avez des armes de haute précision qui bombardent les immeubles civils. Non, quand vous voyez les bâtiments en feu, c'est les débris, justement, c'est les traces, c'est les conséquences du fonctionnement qui est très, comme vous voyez, n'est pas du tout parfait, du système antiaérien ukrainien. Non, mais les missiles russes ne touchent jamais les civils. Non, les civils... Attendez, jamais. Mais écoutez, quand les militaires russes frappent un objet d'infrastructure militaire ou énergétique, mais c'est pas les civils qui sont les cibles. Non, mais il y a eu des gares avec des passagers, il y a eu des trains qui ont été visés, il y a eu des morts partout, à Kharkiv. Quand un obus ou un missile s'éclate, bien sûr, il y a quand même, il y a une certaine zone qui est en danger. Ça, c'est évident. Bon, ça, c'est dans n'importe quel conflit militaire. Mais que cherche Poutine aujourd'hui en bombardant avec 85 missiles l'Ukraine hier? Que cherche le Kremlin? Que cherche l'Ukraine en bombardant, en continuant à bombarder les villes russes dans les régions limitrophes? Mais vous ne répondez pas à la question du 10, ça. Non, mais d'abord, répondez-moi à cette question. C'est la même question. C'est l'inverse. Nous, on est là pour poser des questions. Moi, je vous pose la question. Il y a eu 85 missiles tirés. Que cherche le Kremlin en tirant sur l'Ukraine? Mais je rappelle que nous sommes en état d'un conflit militaire. C'est une guerre. Maintenant, c'est admis. Il y a 3 mois, vous disiez non. Aujourd'hui, c'est une guerre. Écoutez, mais ça provient de vous. Donc là, on reste toujours officiellement dans le cadre d'une opération militaire. Oui, mais c'est pas sérieux. Nos militaires restent toujours dans ce cadre-là. Ils ont leur Alors, que veulent-ils, vos militaires? Que veulent-ils? Que veut Poutine en bombardant comme ça l'Ukraine à coups de missiles? Écoutez, mais vous savez, dans l'antenne de votre chaîne ou d'une autre, je n'en rappelle pas, j'ai entendu un point de vue assez intéressant, c'était un ancien militaire qui a dit que dans n'importe quel conflit militaire contemporain, les objets d'infrastructure énergétique constituent la première cible. Et ça, c'est vrai, c'était comme en 1999 à Belgrade, c'était comme en 2003 à Bagdad, pareil. Non, mais que veut-il? Il veut toujours renverser le régime ukrainien. Quel est l'objectif aujourd'hui? Pas du tout. Alors, quel est l'objectif? Je vous pose tout simplement la question. Je ne peux pas vous commenter les décisions de nos militaires, ils ont leurs objectifs à eux. Donc là, tout se passe selon le plan. Kherson, les militaires russes qui sont partis de Kherson, c'est une défaite? Pas du tout. C'est pas une défaite,
recul qui est expliqué par la nécessité de préserver les vies de nos militaires et de ne pas les jeter dans ce bourbier pour rien. Mais Kherson reste une ville russe? Ça reste une ville russe. Donc vous allez reprendre Kherson? Je crois que bon, c'est une évidence. C'est inévitable, c'est la question du temps. Qu'est-ce qui est une question de temps? Reprendre Kherson, qui est une ville russe qui reste toujours le centre administratif de la région de Kherson. Donc l'idée, c'est de se replier pour mieux contre-attaquer? Pour mieux s'organiser, pour se réorganiser, pour se concentrer, pour avoir des renforts peut-être, pour bien planifier Mais ça vous la semble défense possible? d'abord et peut-être une contre-offensive. Moi, je sais pas, ça relève des militaires. Est-ce qu'il vous semble possible de reprendre cette ville où on a assisté à des scènes de liesse d'une population de femmes, d'enfants, de grands-mères qui accueillaient avec des drapeaux ukrainiens? Ça vous semble réaliste et possible, imaginable que l'armée russe fasse une contre-offensive pour reprendre Kherson? C'est ça que vous nous dites? En fait, c'était une très belle mise en scène, un très Ce sont des acteurs. un très beau jeu. Non, c'était les civils bien sûr, mais c'était un très beau jeu devant les caméras. Mais tout d'abord, il faut compter alors le nombre de ces gens-là. Combien? 200, 300? Vous avez vu cette poignée de gens? Pas trop nombreux en fait. Mais vous connaissez le nombre de civils évacués de Kherson? Ça dépasse 120 000. Oui, évacués Donc par, là, par les gens qui ne veulent plus rien avoir avec l'Ukraine, qui lient leur destin complètement avec la Russie. Ils étaient Les 120 000 obligés de quitter leur évacués, ce maison. sont des gens qui sont partis de Qui leur étaient plein gré vers la Russie parce qu'ils ne voulaient plus avoir affaire avec le pouvoir Ils étaient ukrainien. obligés de partir parce que les gens qui vivent sous bombardement chaque jour quand même D'accord. Bombardement. doivent choisir à un moment donné entre la Ma vie et la question mort. était, est-il imaginable que le Kremlin lance une contre-offensive pour reprendre cette ville qui a été libérée? Ça relève de la compétence de nos militaires, mais en tout cas, vous pouvez imaginer que si de jure ce territoire est russe, car cette région a été rattachée à la Russie, donc là, bien sûr, nos militaires... En tout cas, ce qu'on comprend, c'est devront le que reprendre. la Russie ne veut pas attaquer l'OTAN, l'Alliance Atlantique. Ça, c'est clair. Vous voulez pas de débordement de la guerre en Europe. La Russie n'a jamais menacé l'OTAN, jamais de son histoire, disons, contemporaine. C'est l'OTAN qui s'élargissait vers le territoire russe, mais pas la Russie vers le territoire de l'OTAN. Donc là, il faut s'en souvenir. Et donc là, maintenant, ça reste toujours d'actualité. La Russie ne menace pas l'OTAN. Elle ne veut pas, bien sûr, la guerre, comme le veut le président Zelensky, en appelant toujours l'OTAN à intervenir. Alors, Alexander Makogonov, en revanche, en Russie, on commence à entendre des critiques de plus en plus fortes, de plus en plus vives sur cette opération, parce que c'est l'expression que vous employez vous-même. On va voir ça avec vous, Magali Chalet. Oui, des critiques fusent de toutes parts. D'abord sur le terrain, par les soldats qui dénoncent par exemple l'absence d'équipement. Dans la vidéo que vous allez voir, les soldats racontent qu'ils ont dû eux-mêmes acheter leur propre casque et leur propre gilet pare-balles. Écoutez-les. Voici mon groupe d'assaut qui se prépare pour une mission. Voilà avec quoi nous devons mener l'assaut. Avec ces casques de construction. Réveillez-vous, nous n'avons pas d'équipement. Tout ce que nous possédons, nous l'avons payé nous-mêmes. Ils nous ont rien donné. Ensuite, dans une autre vidéo, encore postée sur les réseaux sociaux, d'autres soldats se plaignent cette fois de verser leur sang pour rien, tandis que le gouvernement ne prend que des demi-mesures. Écoutez-le à nouveau. Les gars, si l'on se bat en se limitant, rien ne fonctionnera. La guerre doit être sans condition. J'aimerais que nos leaders prennent le temps d'expliquer à leur peuple, leurs confrères, aux soldats qui payent de leur sang, ce qu'il se passe. Et même son de cloche à la télévision nationale russe, où des experts remettent en question les stratégies militaires de Vladimir Poutine. Pour le spécialiste que vous allez voir, la prise de Kiev n'est pas réaliste. Selon lui, pour ne pas capituler, il faut absolument trouver des diplomates créatifs. En ce moment, la Russie a besoin d'une diplomatie très créative et d'une utilisation nouvelle de ses forces militaires lorsque c'est nécessaire, de manière à passer de Charybde en Scylla. Scylla étant la capitulation et Charybde... D'accord, donc le choix, c'est soit entre se rendre maintenant ou se rendre de force plus tard, c'est ça? Soyons réalistes. En 8 mois et demi, la Russie a gagné 100 combats, un centre régional, et a tout de même dû le quitter. Réaction, M. Makogonov. Critique sévère des experts, et puis sur le terrain, on a des soldats qui finalement se battent avec un matériel défaillant. Tout d'abord, il y a beaucoup d'infos et d'infox qui circulent sur Internet et dans les réseaux sociaux.
Il y a les témoignages qui sont absolument faux et qui sont truqués. Tous ces témoignages sont truqués? Non, y compris par les Ukrainiens, c'est fait exprès. Mais bien sûr, il y a des témoignages qui sont vrais. Donc là, mais en tout cas, c'est les signaux, c'est les messages qui sont pris en compte, bien sûr. Parce que bon, le système n'est pas parfait, c'est le président lui-même qui l'a reconnu. Donc il y a un sous-équipement et Je ne connais pas des détails s'il y a de ce un manque d'armement et de formation de l'armée Ça dépend des régions, d'où proviennent ces mobilisés, ça dépend de beaucoup de choses. Parce qu'ils s'adressent aux autorités directement, les soldats que l'on voit là. Mais en tout cas, À leurs officiers supérieurs. au niveau fédéral, au niveau régional ou local, on perfectionne le système. Je vous rappelle qu'on ne fait pas la mobilisation chaque année. Hein. La dernière fois, c'était il y a 91 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est un événement sans précédent quand même. Il faut le prendre en compte. Et là, maintenant, bien sûr, le gouvernement s'occupe justement des questions de Donc l'amélioration ça veut dire des que tous ceux conditions qui ont des été soldats. envoyés au front dernièrement, ils étaient sous-dotés, sous-équipés, sous-armés. Je vous dis, je ne connais pas des détails. Dans l'Est, il y en a ce une qui se centaine passe qui sont morts. sur le terrain. Mais en tout cas, je vous dis, nous sommes sur un bon chemin. Le gouvernement s'en occupe. Alexandre Macron, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé hier soir. Un obus qui explose sur le sol polonais. Aujourd'hui, le secrétaire général de l'OTAN, vous dites vous ne voulez pas attaquer l'OTAN, mais il dit c'est la faute de la Russie. Si la Russie n'avait pas attaqué l'Ukraine le 24 février, s'il n'y avait pas eu ces missiles hier contre l'Ukraine, il n'y aurait pas eu cet incident qui met en péril la stabilité du continent. Qu'est-ce que vous répondez au patron de l'OTAN qui vous dit c'est la faute de la Russie? S'il y avait une moindre volonté politique de la part de l'OTAN pour éviter ce conflit, cette volonté qui aurait pu être démontrée à partir de 2014 jusqu'en 2022, à tout moment, peu importe, tout ce conflit aurait pu être évité. Il fallait juste mettre de la pression sur Kiev pour que Kiev mette en œuvre les accords de Minsk qu'il a signés. Aujourd'hui, on est en guerre. On dit c'est la faute de la Russie s'il y a une menace sur la stabilité de l'Europe. Qu'est-ce que vous répondez? Non, mais c'est pas la faute de la Russie. Pourquoi c'est la faute de la Russie? Je vous répète encore une fois. Parce que ça c'est la aurait pu Russie être qui envoie les évité missiles, très c'est la facilement. Russie qui fait la guerre, Oui, mais c'est la Russie qui nos militaires bombarde. ont dit très clairement que lors de ces frappes, alors tous ces frappes, ils étaient très ciblés avec vraiment les armements de très haute précision, etc. Donc là, on n'a jamais pensé à frapper le territoire de la Pologne. Pourquoi on doit le faire? Quelle valeur ajoutée sur le plan stratégique et tactique peut avoir le bombardement d'une ferme polonaise avec un tracteur polonais? Alors, Ça, c'est délibéré? Nous sommes tous ce que vous voulez, mais c'est sauf des fous. Hein. C'est délibéré? C'est délibéré de la part de l'Ukraine? Non, Non, mais- je ne sais pas si c'est demandé aux Ukrainiens, Alors, si c'était délibéré voilà, vous l'avez dit tout une à l'heure, chose mais- fortuite. pour terminer, parce que il nous reste quelques secondes, le G20 vient de se clôturer. On a parlé de la paix. Le président Macron a demandé à la Chine de s'impliquer davantage. Le Kremlin a salué après cet épisode la retenue de la réaction américaine. Donc peut-être que le ton a changé et qu'on pourrait se mettre autour de la table. Oui, mais vous parlez de la Chine, des initiatives du président français, vous mentionnez la Russie, mais pourquoi vous ne mentionnez pas l'Ukraine? À un moment donné, quelqu'un doit faire de la pression sur Kiev pour que Kiev revienne à la table de négociation. Nous sommes ouverts. Le président Poutine l'a dit lui-même. Négocier quoi? Parce que quel est le but de cette opération spéciale aujourd'hui du côté russe? Parce que pour négocier, il faut connaître les buts de guerre. Selon les dernières déclarations officielles de nos officiels russes, la Russie n'a pas de conditions préalables pour négociation, à la différence du président Zelensky qui a énoncé toute une liste des conditions. Donc là, on n'a pas de conditions préalables, nous sommes prêts aux négociations à tout moment, mais tout dépend de la volonté politique du régime de Kiev ou de ses sponsors qui sont derrière. Et si l'Ukraine attaquait la Crimée, c'est le prochain objectif, quelle serait la réaction de la Russie? Mais ce serait une réaction très ferme, j'imagine. Mais les détails, je ne peux pas vous donner. Tout va dépendre des modalités de ces attaques, ces offensives ukrainiennes. Merci d'avoir été avec nous, Alexander Makogonov, porte-parole de l'ambassade de Russie en France. On va continuer d'évoquer, bien sûr, cette guerre, ces événements entre l'Ukraine, la Russie et la Pologne dans la suite de BFM Story.